bonjour à tous. Bonjour Antoine, surtout. Salut. Je sais pas si on peut te dire Kof Kof, peut-être. Kof Kof. Ouais. Ouais. Jean-Pierre Kof Kof. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es un fan de Bob Dylan, habitant de Rennes, représentant de l'espèce humaine dans tout ce qu'elle a de plus moyen finalement, poids, taille, ambition. Rien ne te distingue de tes congénères, si ce n'est que tu es un écrivain du réel et du vivant. Tu t'es lancé dans l'écriture avec les chroniques musicales, puis en coécriture avec Alice Zeniteur pour le roman jeunesse Home Sweet Home en 2019. En attendant d'écrire sur ton idole, tu écris en 2020 Stéréo, un roman qu'Alice Zeniteur décrit comme un livre sur la manière dont les gens qui aiment trop la musique pour la vivre comme un simple à côté réussissent ou non à lui donner la part belle de leur vie, rêve que ce soit les concerts qui redessinent les cartes du monde et ordonnent le calendrier. Mais le roman qui t'a permis d'entrer sur la scène littéraire, c'est quand même Plexiglas en 2023, sorti en poche cette année, qui a reçu le prix du deuxième meilleur roman quand même, notons-le. Et aujourd'hui, nous sommes là pour Wallaby, ton dernier, donc, qui est sans doute le meilleur, en tout cas à mon goût. Donc Wallaby, c'est l'histoire de ces macropodidés. Vous savez ce que c'est peut-être, je sais pas, non? Oui, pas d'idée, non? C'est la famille des marsupiaux, les kangourous si vous préférez. Enfin, attention, il ne faut pas les confondre avec les wallabies sous peine de les vexer. Je disais donc que c'était leur histoire, et la particularité de ce récit, c'est qu'il nous est livré par Skippy, qui prête sa voix à l'auteur. Alors bienvenue à toi, porte-parole officielle des wallabies, même s'ils ne t'ont rien demandé. On compte sur toi pour être le plus fidèle possible, en mémoire de Skippy quand même. Bon, super intro. Ouais. Revenons dans un cadre un peu plus sérieux, donc c'est dans un style fin, ciselé, tout en gardant une très grande simplicité, presque de conteur je dirais, que tu t'emploies à rendre la traversée de ces wallabies d'un continent à l'autre, leur difficile survie dans les zoos et les parcs animaliers, et leur envie de liberté au creux des chênes de la forêt de Rambouillet principalement. Plein d'humour et d'ironie mordante, d'empathie et parfois même de tristesse, d'élégance, ce texte est un récit hybride, à la fois poétique, politique, critique, qui nous met face à la destruction massive de la nature et des espaces sauvages, à la domestication d'espèces peu à peu en voie d'extinction, car elles ne peuvent que difficilement survivre en dehors de leur l'habitat naturel. Alors, gambadons avec toi, Antoine, en ce beau jour de printemps de notre 2025e année. Après cette magnifique introduction, comme tu l'as souligné, merci. On va pouvoir passer aux questions. Donc moi j'ai une première question. Donc tu écris dans ton roman que le choix des wallabies comme sujet t'est venu à la lecture d'un article, mais le choix d'un wallaby comme narrateur et pas uniquement comme sujet du roman donne une perspective radicalement différente sur l'histoire humaine. C'est totalement un contre-récit, ça détourne notre regard très anthropocentré. Donc les wallabies disent même dans le récit « Nous ne pouvons pas communiquer et si c'était possible, que dirions-nous » Mais toi, Antoine, tu as traduit le wallaby pour nous, lecteurs. Qu'est-ce qui t'a conduit à choisir donc le wallaby comme narrateur et pourquoi libérer la parole des wallabies qui, par ailleurs, pensent que nous parlons trop? J'ai fait parler un wallaby, déjà j'aimais bien que ça soit, ça aurait pu être un kangourou, mais je voulais déjà la version, le sous-kangourou, la version Lidl du kangourou, pour faire mon malin, quoi, vraiment pour être en mode indé jusqu'au bout. Et non, j'avais lu, comme tu le dis, un article, vous m'entendez bien, ça va? Ouais. J'avais lu un dossier dans le magazine Society, quand j'étais en train de finir l'écriture de Plexiglas d'ailleurs, et j'étais en résidence à Fort-Calquier, j'écrivais sur Cholet, et j'ai lu un article sur les wallabies de Rambouillet. Et je me suis dit, tiens, il y a moyen de parler de petits bleds que je connais pas. Il se trouve que les wallabies du dossier étaient des wallabies qu'un châtelain détenait dans le village de Sauvage. Ça ne s'invente pas, dans le village de Sauvage, ils étaient en captivité dans les Yvelines. Et donc je me suis dit, il y a un roman à faire. J'ai fini Plexiglas, j'y suis revenu. J'ai complété le dossier de mes propres recherches. Et ce qui m'intéressait, et très vite, oui, j'ai voulu prendre le wallaby comme narrateur parce que j'aime avant tout fabriquer des phrases et faire des mots. Et je me suis dit comment est-ce qu'un wallaby, un animal, hein, c'est mon représentant, mais ça aurait pu être
je regardais si je trouvais un autre animal, non il n'y en a pas. Un hérisson. Un hérisson ou un moineau. Quel mot il va trouver pour définir tout ce que c'est que ce bordel-là qu'on est en train de faire là. Qu'est-ce qu'on fait là à boire un liquide jaune dans des verres sur des tables en bois qu'on a découpées dans des arbres, sous un tonneau, on est tous réunis, vous me regardez, moi je parle dans un micro, rien n'a de sens quand on le voit, tout est fascinant plutôt quand on le voit du point de vue d'un animal. Et le wallaby notamment était pas mal, parce que le wallaby c'est très curieux. Sa principal défaut c'est qu'il est trop curieux de l'homme, il adore les humains, il y en aurait là, il viendrait nous voir, il nous ferait des câlins, et nous on les tuerait et on les mangerait. Et donc c'est fascinant parce qu'en plus il gambade, donc il y a ce truc là. Moi ça me permet de faire ce que j'aime dans tous les romans, me balader de rue en rue dans des bleds de France pas trop cartographiés en littérature. Sauf que cette fois c'était pas avec un narrateur comme Elliot dans Plexiglas, c'était avec un wallaby. Voilà. Ok, et merci. j'ai découvert plein de choses, je connaissais très peu. Ça me fait marrer que les gens, quand c'est arrivé 2-3 fois aujourd'hui, me disent ah, j'ai bien aimé ton roman sur les wallabies. J'aime bien. Je me dis merde, on aurait dû prendre un autre titre peut-être parce que justement j'avais. Mais voilà. C'est un parc d'attractions pas très loin. C'est un parc d'attractions le Walibi. À une lettre près. Du coup, justement, pour continuer sur ce narrateur, dans le deuxième chapitre, tu passes d'une mémoire collective, parce que le premier chapitre, c'est vraiment nous gambadons, c'est les wallabies en général, à donc un témoignage plus personnel, donc celui de Skippy. On passe du nous au jeu, tout simplement. Comment, pour toi, cette transition, elle affecte la narration et en soi, pourquoi passer de la collectivité au témoignage plus personnel, même si la réponse est un peu dans la question. Après, je suis pas sûr. J'ai l'impression d'être quand même dans le on tout le long dans le nous contre vous tout le long du roman. Enfin, pas forcément contre, mais nous face à vous. Nous étant le règne animal et vous étant nous. On s'y retrouve. Mais c'est vrai qu'à un moment, je pars de très large. Comme m'avait dit mon prof de français, tu fais une intro très générale et puis après tu vas dans le. Donc c'est un peu ça. J'ai commencé très large, tellement large que je pars à des temps préhistoriques. Et ça m'amusait aussi, pareil, il me disait ne commence jamais une dissertation par depuis la nuit des temps. Et là j'ai dit tiens, on va y aller, on va faire depuis la nuit des temps. Et après petit à petit, en bon matérialiste, en bon écrivain fasciné par les détails, je suis allé dans le détail. Et je me suis retrouvé, comme la lignée des wallabies, elle est nombreuse à la base sans les humains et qu'elle s'amenuise au fur et à mesure que le temps avance, il restait plus que Skippy. Donc là c'est vrai que des fois on passe au jeu. Mais j'aimais bien le nous, les espèces de parler. Je fais parler des chênes à un moment aussi. Je parlais des arbres. Les arbres ils sont poètes, ils parlent en vers. Voilà, je sais plus ce que je racontais. Le nous, passer du nous au jeu. Mais j'aime bien aussi me donner, on en parlait tout à l'heure dans la file d'attente du bar avec le collègue là-bas, que je détestais le jeu, écrire à la première personne. J'adorais quand j'étais jeune, mais maintenant ça m'emmerde de lire du jeu et ça m'emmerde d'en écrire. Alors là c'est du jeu, mais c'est pas vraiment du jeu parce que c'est du jeu de Wallaby, donc c'est différent. Et donc je vais toujours trouver des trucs, alors souvent j'ai un narrateur omniscient comme on dit, qui fait du il. Et là je me suis dit ça va être pas mal le nous et le vous, c'est rarement utilisé. Donc on y va, on va partir surtout sur du nous et du vous. Voilà. Donc le nous c'est vous, et c'est nous, et vous c'est nous, et les nous c'est nous. N'oublions pas cette compagnie créée par Jean Dujardin. Voilà. Donc pour enchaîner sur le vous contre nous, ou face en tout cas, j'ai une phrase à te sortir au milieu du livre, qui est un petit livre donc génial, on a compris, littéralement parlant c'est parfait. Il est court et pas cher, voilà. Nos arguments de vente. Exactement. Et il y a des prolongements politiques, des prolongements philosophiques, des prolongements économiques qui méritent d'être traités. Et donc là voilà, je te cite une phrase qui me paraît un peu être un point important. Donc page 58, et tiens, allons plus loin, utilisons ce mot qui pour le coup nous sépare véritablement de vous, le marché. Donc en fait, on va te parler un peu du mot marché qui revient régulièrement. Et donc je continue parce que la phrase est magnifique, donc je me fais plaisir. Le bonheur pour un dauphin est d'exister, pour l'homme de s'enrichir. Le marché le mène jusqu'à nos côtes, le fait trouer puis vendre nos peaux, baptiser nos ancêtres qui l'entourent de barreaux. Le marché nous mène de l'Australie aux Yvelines, etc. Donc voilà, qu'est-ce que tu as à nous dire sur le vivant comme marchandise? Tu parles de Farlap par exemple, vas-y, je te laisse enchaîner. Tout ce que j'ai à dire est dans le roman, et je n'en dirai pas plus. Non, Ceux qui n'auraient pas lu le roman. Non, oui, évidemment, quand on parlait avant, moi je choisis d'abord c'est la forme surtout qui m'intéresse quand j'écris, mais évidemment pour que je puisse
bosser avec la faune, il faut un fond qui m'intéresse un minimum et j'arrive pas à parler d'autre chose à chaque fois que de lutte des classes. Je suis obligé, mais il y a un système marchand, il y a un système évidemment de domination entre les humains et le monde animal depuis toujours. C'était même une question de survie parfois, ça ne l'est plus vraiment, mais on continue quand même. Et donc le marché, quand on parle de Skippy, me permet de raconter la grande aventure, la grande amitié entre les hommes et les animaux depuis la nuit des temps. Et depuis la nuit des temps, il y a un marché qui est fait des animaux. Je sais pas, je vous apprends rien en fait. Enfin, je sais pas quoi dire. Je suis un mauvais client, hein. Après, Fallait pas m'inviter. Parce que vraiment là, c'est dans le bouquin quoi. Mais peut-être, attends, vas-y, reprécise. Non, c'est juste que tu nous devances parce qu'on voulait pas revenir sur la domination plus précisément. Oui, ouais. Donc, par exemple, les autres animaux. Le wallaby, par exemple, il gambade et il se nourrit. Et il chie et il mange, comme nous, jusque-là, comme nous. Hein. Et on survit pareil. Et on doit faire ce qu'on doit faire pour survivre. Mais nous, le truc qui nous sépare, c'est ça, c'est vraiment le. Mais comment on peut survivre plus et plus fort que celui qui est à côté et comment on peut s'enrichir, c'est vraiment. Quand on veut vraiment faire la différence entre les animaux et les humains, sachant qu'on est des animaux, mais nous, ce qui nous sépare des animaux, en dehors de notre pouce opposable, évidemment, je vous entends, mais c'est l'argent, c'est le marché, enfin voilà, c'est aussi bête. Vous attendez pas une analyse plus profonde que ça, hein, voilà. Mais ça rend, c'est marrant quand on le voit du point de vue d'un wallaby, parce que naïvement, c'est un concept qui est explique l'argent aux animaux. Après, stylistiquement, là, j'enchaîne. Tu fais un truc génial, tu me dis l'humain Antoine Filias quand tu parles de toi, tu vas parler de l'humain d'affaires, tu vas parler l'humain de type aristocrate, ou de type dynastique, tu vois, de type zoologiste, et on a l'impression que c'est le kangourou qui fait une classification des espèces. Pardon, putain. Merde, je me casse. Et donc c'est comme s'il y avait aussi, tu parles de classe, mais presque des races, quoi, une séparation de races entre les humains, classe, race. On va parler race là. C'est très clair. Non, mais alors, oui, non, bien sûr. Moi, ce qui m'a fasciné, parce que j'ai dû lire beaucoup de. Moi, j'étais pas du tout sciences et vie à l'école, et j'ai dû lire pour les recherches beaucoup d'essais sur les animaux, enfin comment on appelle ça, les textes, pas de botanisme, mais de. Voilà, il y a un auteur qui trouve pas les mots, hein, où il y a beaucoup de classifications, de mots latins, de descriptions d'animaux, qui datent souvent d'ailleurs des premières expéditions coloniales. Des éthologues, non? Pardon? C'est pas des éthologues, non? Des ethnologues. L'ethnologie, voilà. Éthologie, voilà. Et merci. Et ça me faisait marrer de retourner le truc, évidemment, la loupe, parce que on peut faire. C'est de la sociologie de comptoir, mais c'est la sociologie de wallaby, quoi. Et on a en effet, le wallaby va rencontrer différents types d'humains, et à un moment, faut qu'il les classifie. Donc il va aussi rencontrer, plutôt prendre refuge dans une forêt à un moment. Et je cite l'arbre qui parle donc, c'est un moment très poétique et bouleversant, c'est d'ailleurs le préféré de ma compagne, mais on va y revenir. Nous devenons un lieu, et un lieu se vend, peut vous appartenir, être sous votre contrôle, jusqu'à ce que la vie n'existe plus que pour vous servir. Et à ce même moment, tous les autres animaux sont traités comme, je cite, nos camarades. C'est là qu'on voit ton fond marxiste qui revient, il peut pas s'empêcher, quoi. Oui, c'est un roman marxiste, mais c'est, je crois, hein, après je sais pas à moi de le dire, mais c'est en tout cas c'était mon intention, et de faire parler les arbres aussi, oui, parce que j'aime bien qu'il y ait elle est inventée, elle est totalement littéraire. Je m'accuse moi-même d'anthropomorphiser les animaux et leur donner des caractères très humains, qui sont par exemple la camaraderie et l'amitié, mais moi je sens dans le vivant une camaraderie de toute façon. Et comme les arbres, tels le wallaby, sont dominés par l'humain, il y a une camaraderie qui se fait, notamment quand les chênes abritent les wallabys pour pas que les humains chassent le wallaby. Les humains comme Serge Dassault ou Valéry Giscard d'Estaing. Justement, moi je serais bien revenu un peu plus sur ça, mais du coup tu commences déjà à y répondre. Alors, je vais te citer. Donc, pour ceux qui n'auraient pas lu le livre, à un moment, le récit s'interrompt plus ou moins pour laisser parler les chênes de la forêt de Rambouillet. Donc, le wallaby dit « Laissons aux chênes le soin de nous raconter son histoire, l'histoire de la forêt de Rambouillet ». Donc, comme tu viens de le dire, c'est un moyen de montrer que la domination de l'homme, elle ne s'exerce pas uniquement sur les animaux, mais sur la nature au sens large. Et les chênes disent cette phrase que je
trouve vraiment excellente et sur laquelle j'aimerais bien que tu nous parles si ça t'intéresse. Tu écris sur des pages où nous saignons, vos bourgeois écrivent alors un code forestier qui interdit à vos pauvres de s'en prendre sauvagement à nous pour se chauffer. Est-ce que tu peux un peu développer déjà sur la stylistique de la phrase peut-être ou même sur l'idée absolument géniale qui t'est venue en écrivant cette phrase? Non, mais oui, les forêts, enfin c'est toute la cartographie et à la fois, moi je trouve ça fascinant, mais c'est extrêmement bourgeois, c'est vraiment, et c'est très humain. C'est encore une fois, ça nous sépare. Vouloir cartographier, nommer, cartographier. Si ça va pas au niveau de la cartographie, peut-être rapetisser, peut-être changer les frontières, les orées des bois. Rambouillet, qu'est-ce que ça veut dire? Un chêne, c'est un chêne de Rambouillet, d'accord. Mais moi ça me passionne, j'aime bien ça. Et je me suis rendu compte en faisant ma recherche qu'en effet, il y a des milliers de lois dans la forêt. Aujourd'hui, de plus en plus des lois qui la protègent quand même. On va pas se mentir, on est revenu un peu en arrière, en tout cas en France. Hein. En Amazonie, c'est pas trop... Non, pas trop. Mais notamment à Rambouillet, puisqu'on en parle, les lois, on revient maintenant pour dire attention. Mais par exemple, les lois dont je parle là, en effet, elles étaient faites pour permettre de l'abattage maximal et puis le rendement. Et puis surtout à l'époque, on découvre où l'industrie commence et on a encore plus besoin de bois. Et puis à un moment, il n'y a plus d'arbres. Merde, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va replanter. Ah, mais merde, j'ai un exemple qui me fait marrer toujours avec la nature, qui est très rennais. Alors, excusez-moi, je suis une petite... pour les gens qui habitent à Rennes, mais par exemple, à Rennes, on a la Vilaine. Une magnifique rivière qui s'appelle la Vilaine, qui, contrairement à ce qu'on en indique, est très belle, et qui comme là j'ai visité un petit peu Annecy, je vois qu'il y avait un canal au milieu là. Pareil, on avait la Vilaine qui traversait la ville. Ils ont, dans les années 70 ou 60, ils l'ont couvert d'un parking. Ils ont mis une dalle de béton, ils ont mis un parking. Et là, ils vont l'enlever ils ont enlevé le parking pour faire ressortir la Vilaine. Mais le problème, c'est que ça va être un désastre écologique déjà ça, et puis que ça va être un coût pour les habitants, et qu'ils vont être obligés de détruire. Parce qu'ils avaient sur la dalle du parking, ils avaient planté des arbres, ils avaient fait tout un petit truc. Donc ils doivent détruire le truc pour enlever le. Enfin bref. Et du coup, il n'y a plus la Vilaine en dessous, donc ils vont nous faire péter des canaux qu'ils avaient. Enfin bref. On est toujours comme ça, on fait ça en permanence. Et quand en plus on le légifère, et en plus parce que Rambouillet, c'était notamment la bourgeoisie, mais c'était la royauté en plus. C'est vraiment à cette époque-là, sous Louis XIV, vraiment que ça a été découpé. Et c'est. Voilà. Une longue réponse. Je suis vraiment nul à cet exercice, je suis désolé. Hein. Vous avez payé cher l'entrée, mais je. Voilà. Parce que quand j'écris, je prends le temps, tu vois. Là, je me lance à l'impro total. Pas assez bu peut-être. Vas-y. Non, mais justement, c'est quand même un passage qui est extrêmement... Alors, le livre est en soi politique dans sa facture, vu que, comme on l'a dit, ça balaye pas mal d'idées marxistes, etc. Je ne sais plus parler. Mais le passage sur les chaînes, je le trouve vraiment très politique, mais tu as choisi la poésie. Je crois qu'il paraît quand même très paradoxal. Mais je l'ai écrit en prose, en fait. Je l'ai écrit en prose, et il a été en prose jusqu'à la dernière relecture, où à un moment, je lui dis, tiens, si je fais descendre cette phrase-là, si je fais à la ligne là, ah, ça ressemble à un poème, puis ça ressemble un peu à un arbre. Ah, c'est pas mal ça. Et je me suis dit, ah, ok. Et mon lectrice a fait, c'est pas terrible, mais ok. Et si tu veux. En plus, ça rajoute 2 pages, donc c'est bien déjà qu'il est court. Et voilà. Là, oui, c'est ça, c'est qu'elle m'avait dit, il faisait, je sais plus, il devait faire 110 pages, et il fallait 120 pages pour qu'elle puisse le vendre comme un roman et pas une nouvelle. Et du coup, j'ai écrit un nouveau chapitre, c'est celui sur moi, sur le Phileas. Et j'ai juste été à la ligne dans le truc sur les chaînes, ça a rajouté 2 pages. Et en même temps, ça ressemblait à un chêne. Et j'aimais bien, moi je suis pas du tout, enfin je pratique peu la poésie, encore moins le slam. Dans le bar où je travaille, il y a des soirées slam une fois par mois et ça m'horripile. Et ça me crispe, vraiment ça me crispe. Et là j'ai fait mon slam, voilà. Je pourrais lire à une soirée slam, celui-ci. C'est juste que là pour le coup, tu disais que ça ressemblait à un chêne. Franchement, j'ai pas osé le dire parce que je me suis dit ça fait un peu trop hugolien. Ouais, non, puis ça fait très analyse de texte. Ouais, un petit peu. Mais du coup, pour le coup, ça fait effectivement la forme, enfin plus ou moins d'un arbre déjà de base. C'est ça, il y a des branchages, quoi. Ouais, donc tu parles il y a un chapitre effectivement qui s'appelle Phileas, et bon, comme c'est mon chapitre préféré, là, heureusement qu'elle t'a dit de le rajouter, parce que... Bah, t'en parleras avec mon il est éditrice, juste parce hilarant, qu'elle a failli l'enlever jusqu'au bout. Tu dis bravo à Estelle, hein. Enfin, elle a voulu l'enlever. Elle a voulu que je rajoute un truc, et quand je lui ai rajouté ça, elle a voulu autre chose. Non, c'était parfait. Mais il fallait mettre un peu du Donc j'ai une petite... voilà, je voulais juste citer 2-3 phrases pour voir à quoi ça ressemble.
Alors même s'il se prétend volontiers végétarien aujourd'hui, notre auteur aura ingurgité une quantité stupéfiante de viande animale. La charcuterie en tête, etc. N'ayez aucun doute, il s'agit bien d'un carnivore lâche, complice du génocide en cours. Malgré tout, Antoine aime les animaux. Oui, oui, c'est un chapitre d'autocritique, et puis quitte à avoir à revisiter toute l'histoire de l'humanité du point de vue d'un Wallaby, pourquoi pas un moment faire un petit focus sur moi, parce que je suis quand même la personne que je connais le mieux, et puis je trouvais ça marrant. J'ai un chat et un chien, et je trouvais ça marrant qu'après faire un roman, un espèce de pamphlet, vous les ronds de cuir qui maltraitaient les animaux, je voulais un peu voir moi ce que j'en fais des animaux, et c'est vrai que j'en ai bouffé pas mal, et que j'en ai en captivité chez moi. Donc c'était intéressant, puis c'est un chapitre pour rigoler aussi, et pour encore une fois jouer avec le style et se dire qui es-tu toi, auteur, le portrait de l'auteur, quoi, par un Wallaby. Et aussi parce que je ne peux pas m'enchaîner de faire de l'autofiction. Je le dis toujours, je n'écrirai jamais avec du jeu, je ne ferai jamais d'autofiction, mais j'arrive toujours à en faire, évidemment. Et comment Antoine arrive à parler de sa gueule dans un roman sur les Wallabies, et ben voilà comment il a fait. Ouais.